Le groupe d'investissement de la famille Morrison se réunissait trimestriellement dans le bureau de mon père, une pièce lambrissée qui sentait l'argent ancien, et le cuir encore plus vieux. 23 membres de la famille étaient rassemblés autour de la table de conférence en acajou, représentant 4 générations de Morrison, tous impatients d'entendre parler de la performance de notre portefeuille collectif de 200 millions d'euros. J'étais assise à ma place habituelle, près de la porte, assez proche pour observer, mais assez loin pour être facilement oublié. D'excellents rendements ce trimestre, annonça mon frère, Marcus, depuis le bout de la table, debout à côté de papa, tel un prince auprès de son roi. Marcus s'était auto-proclamé porte-parole non officiel des investissements de la famille il y a 3 ans, juste après avoir obtenu son MBA de Wharton. Le portefeuille est en hausse de 17% en glissement annuel. Nos allocations dans le secteur technologique sont particulièrement performantes, et nos actifs immobiliers à Austin et Miami se sont appréciés au-delà des prévisions. Des applaudissements parcoururent la table. Papa rayonnait de fierté en regardant son fils aîné, âgé de 42 ans et ayant l'allure parfaite du gestionnaire de fonds spéculatifs à succès qu'il prétendait être, costume sur mesure, montre Patek Philippe, une coupe de cheveux impeccable qui coûtait probablement plus cher que le crédit auto de la plupart des gens. Voilà ce qui arrive quand on laisse des professionnels gérer de l'argent sérieux, continua Marcus, en faisant défiler une présentation PowerPoint sur l'écran de 70 pouces fixé au mur. Les investisseurs amateurs deviennent émotifs, prennent des décisions réactives, suivent les tendances. Les investisseurs professionnels, comme notre équipe, comprennent les fondamentaux du marché, les rendements ajustés au risque, et les stratégies de diversification de portefeuille. Je sirotais mon eau et ne dis rien. Autour de la table, cousins, tantes et oncles hochaient la tête, absorbant la performance de Marcus comme si c'était parole d'évangile. La plupart d'entre eux n'avaient aucune idée du fonctionnement réel des portefeuilles d'investissement. Ils savaient juste que leur distribution trimestrielle continuait d'arriver, finançant leur train de vie, et Marcus s'en attribuait tout le mérite. Maintenant, dit Marcus, sont-on devenant plus sérieux, nous devons discuter de l'accès au portefeuille à l'avenir. Certaines inquiétudes ont été soulevées, concernant des membres de la famille qui, ne comprenant peut-être pas entièrement la complexité de notre stratégie d'investissement, essaient de trop s'impliquer dans la prise de décision. Ma cousine Jennifer leva la main. De quel genre d'implication parlons-nous? Des questions sur des actifs spécifiques, des demandes d'examen des performances d'investissement individuels, des suggestions sur l'allocation sectorielle, répondit Marcus. Le genre de micro-gestion qui peut interférer avec la capacité de notre équipe de professionnels à exécuter efficacement la stratégie. Ça semble raisonnable, dit l'oncle Tom. Nous avons engagé des experts pour une raison. Laissons-les faire leur travail. Exactement, acquiesça Marcus. Ce qui m'amène à une proposition. J'aimerais mettre en place un système d'accès à plusieurs niveaux. Les membres de la famille qui démontrent une compréhension sophistiquée des principes d'investissement auraient une transparence totale et des droits de participation. Les autres recevraient des résumés trimestriels et des distributions, mais n'auraient pas accès au système de gestion de portefeuille détaillé. Comment déterminez-vous qui est le sophistiqué? Demanda ma tante Rachel. Le parcours éducatif, l'expérience professionnelle, une connaissance avérée de l'investissement, dit Marcus d'un ton suave. Par exemple, j'ai un MBA en finance et je travaille dans la gestion d'actifs. Papa a bâti son empire immobilier commercial et comprend les cycles du marché. Le cousin David est directeur financier dans une entreprise du Fortune 500. Nous serions dans le premier niveau. Il fit une pause, laissant son regard balayer la pièce et s'arrêter brièvement sur moi. D'autres pourraient être mieux servis par une structure de rapport plus simplifiée. Tu veux dire des gens comme Emma, dit ma cousine Sarah, suivant le regard de Marcus. Sans vouloir t'offenser, Emma, mais tu es enseignante. C'est probablement bien au-dessus de tes compétences, de toute façon. Je souris poliment. Je ne le prends pas mal. Exactement, dit Marcus. Emma est une éducatrice merveilleuse, et nous sommes tous fiers de son travail avec les enfants défavorisés, mais la gestion d'investissement requiert une expertise spécifique, que l'enseignement en école primaire ne fournit pas. Ce n'est pas une insulte, c'est juste la réalité. Je ne m'attendrai pas à ce qu'elle m'explique les coefficients bêta d'un portefeuille, pas plus que je ne m'attendrai à ce qu'on me demande d'enseigner les maths de CM1. Des rires parcoururent la table, des rires bienveillants, familiaux, qui ne se voulaient pas cruels, mais qui ont néanmoins eu cet effet. Papa se pencha en avant. Marcus a raison. Le groupe d'investissement de la famille Morrison a dépassé ce que votre grand-père aurait pu imaginer, quand il l'a créé il y a 40 ans.
200 millions d'euros, ce n'est pas de l'argent de poche. Cela exige une surveillance sérieuse. Et des investisseurs sérieux, ajouta Marcus. Des gens qui comprennent ce qui le regardent, quand ils examinent les indicateurs de performance. Emma, tu as toujours un compte d'épargne à la Community First Bank, n'est-ce pas? Tu conduis toujours cette Subaru vieille de 10 ans. C'est exact, confirmai-je. Parfait exemple, dit Marcus, s'adressant à la salle. Il n'y a rien de mal à ce style de vie. C'est pratique, sensé, approprié pour un salaire d'enseignante. Mais ce n'est pas le style de vie de quelqu'un qui pense en termes d'allocation d'actifs de plusieurs millions d'euros. Emma a probablement quoi, peut-être 20 000 euros d'économie? 40, si elle a été vraiment disciplinée. Quelque chose comme ça, dis-je doucement. Vous voyez, c'est là où je veux en venir. Quand toute votre vision financière du monde se mesure en milliers, il est vraiment difficile de conceptualiser une stratégie au niveau du million d'euros. Ce n'est pas la faute d'Emma. C'est simplement la réalité de contextes financiers différents. Mon téléphone vibra dans ma poche. Je l'ignorais. Alors, on vote sur ce système à plusieurs niveaux? Demanda l'oncle Tom. Je pense que nous devrions, répondit Marcus. Tous ceux qui sont en faveur de la mise en place de critères des investisseurs sophistiqués ou pour l'accès au portefeuille, levez la main. Les mains se levèrent autour de la table. Pas tout le monde, certains de mes jeunes cousins s'abstinrent, l'air mal à l'aise mais assez. Plus qu'assez. La main de papa était levée. Celle de Marcus, évidemment. La plupart des membres de l'ancienne génération, qui avaient hérité de l'argent plutôt que de le gagner, aimaient l'idée d'être classés comme des investisseurs sophistiqués, même s'ils ne pouvaient pas expliquer la différence entre une action et une obligation. La motion est adoptée, annonça Marcus. Je travaillerai avec notre équipe juridique pour formaliser les critères, et informerai tout le monde de son niveau d'accès d'ici la fin du mois. Maintenant, passons à la stratégie de rééquilibrage du prochain trimestre. Je propose que nous prenions quelques bénéfices sur nos positions technologiques, pour les réinvestir dans des valeurs sûres à dividendes. Plus de stabilité, moins de volatilité. Mon téléphone vibra encore, et encore. Je le sortis discrètement, jetant un coup d'œil à l'écran sous la table. 3 messages de James Whitmore, le directeur de Whitmore Capital Management, la société qui gérait le portefeuille du groupe d'investissement de la famille Morrison depuis 6 ans, la société que j'avais personnellement sélectionnée et engagée, après avoir mené une recherche approfondie de toutes les grandes sociétés de gestion d'actifs de la côte est. James, réunion trimestrielle aujourd'hui. Comment ça va? James, besoin de discuter de l'opportunité d'acquisition Henderson. Urgent. James, aussi, Marcus Morrison vient d'appeler, demandant un accès immédiat pour déplacer 50 000 € dans une transaction privée. Je le signale pour votre approbation, conformément au protocole standard. Je lus le dernier message 2 fois, puis tapai une réponse. Refusez la demande. Je vous appelle dans 5 minutes. Marcus parlait toujours, expliquant sa stratégie de rééquilibrage avec des graphiques et des diagrammes qui devaient paraître impressionnants, pour des gens qui ne savaient pas que chaque recommandation qu'il faisait contredisait la stratégie à long terme que nous avions réellement mise en place il y a 6 ans, la stratégie qui avait généré ces 17% de rendement dont il s'attribuait le mérite. Question, dis-je en levant la main. La pièce devint silencieuse. Marcus parut surpris. Je parlais rarement à ces réunions. Oui, Emma? Dit-il avec une patience exagérée. Cette stratégie de rééquilibrage que vous proposez, passer de la technologie aux actions à dividendes. Quel est l'impact prévu sur notre taux de croissance annuel composé sur 5 ans? Marcus cligna des yeux. Eh bien, c'est difficile à prévoir avec certitude. Approximativement, insistai-je. Si nous réallouons 50 millions d'euros de positions technologiques à forte croissance vers des actions à dividendes rapportant, disons, 3 à 4% par an, qu'est-ce que cela fait à la trajectoire de performance globale de notre portefeuille? Cela apporte de la stabilité, dit Marcus, retrouvant son sang-froid. Des flux de revenus plus prévisibles, au détriment de la croissance. Je souligne que notre allocation actuelle dans la technologie affiche un rendement annuel moyen de 28%, rétorquai-je. Les actions à dividendes pourraient nous donner 4%, plus une certaine appréciation du cours, peut-être 8% au total si nous avons de la chance. Donc, nous échangeons des rendements de 28% contre des rendements de 8%. C'est une baisse de rendement considérable. Il s'agit de gestion des risques, contra Marcus.
Les actions technologiques sont volatiles. Elles peuvent chuter aussi vite qu'elles montent. C'est possible, admis-je. Mais sur la période de 6 ans depuis la mise en œuvre de la stratégie d'investissement actuelle, nos positions technologiques ont constamment surperformé les indices boursiers. Notre position sur Amazon est en hausse de 412%, Apple est en hausse de 318%, Microsoft est en hausse de 294%. Pourquoi quitterions-nous des positions qui fonctionnent de manière démontrable? La mâchoire de Marcus se contracta. Emma, avec tout le respect que je vous dois, vous lisez des chiffres sur des rapports trimestriels sans comprendre la dynamique sous-jacente du marché. Je comprends que nous sommes dans une phase de croissance du cycle de marché, l'interrompis-je doucement. Je comprends que l'inflation est faible, que les taux d'intérêt sont accommodants, et que les entreprises technologiques avec des fondamentaux solides bénéficient de changements structurels dans le fonctionnement des entreprises. Je comprends que sortir de nos meilleures positions pour se tourner vers des actifs défensifs est exactement la mauvaise décision, au exactement mauvais moment. Tu enseignes à des enfants de 9 ans, dit Marcus, sa patience s'évaporant. Tu n'as pas l'expertise pour. J'ai les rapports trimestriels, dis-je, qui montrent que chaque décision d'investissement majeure prise au cours des 6 dernières années a généré des rendements positifs, et que chaque suggestion que vous avez faite lors de ces réunions de famille a été poliment ignorée par celui qui gère réellement le portefeuille. C'est parce que l'équipe de gestion comprend des complexités que tu ne saisis pas, lança Marcus. Ou, dis-je calmement, c'est parce que l'équipe de gestion reçoit ses instructions de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a mis en œuvre la stratégie d'investissement actuelle, et qui examine chaque décision majeure avant son exécution. Papa leva la main. Emma, ma chérie, tu es dépassée. Marcus travaille dans ce secteur. Il comprend des choses que... Papa, Marcus travaille comme chargé des relations avec la clientèle dans une société de gestion de patrimoine de taille moyenne, dis-je. Il ne prend pas de décision d'investissement. Il amadoue les clients et joue au golf. Son travail, c'est la vente, pas la gestion de portefeuille. Comment oses-tu, commença Marcus. Ce n'est pas une insulte, dis-je, lui renvoyant ses propres mots. C'est juste la réalité. Tu es très bon en relation avec la clientèle. Tu es agréable, confiant, tu as un bon réseau. Mais tu n'as jamais réellement géré un portefeuille de cette taille, jamais exécuté une stratégie d'allocation d'actifs majeurs, jamais mené le genre de diligence raisonnable de niveau institutionnel requis pour des décisions d'investissement de 200 millions d'euros. Et toi, tu l'as fait, exigea Marcus. Toi, avec ton salaire d'enseignante, ton minuscule compte d'épargne et ta voiture de 10 ans? Oui, je l'ai fait, dis-je simplement. La pièce tomba dans un silence complet. C'est absurde, dit Marcus, mais quelque chose dans sa voix avait changé. L'incertitude s'insinuait. Je sortis mon téléphone et composai le numéro de James Whitmore, le mettant sur haut-parleur avant que quiconque ne puisse s'y opposer. Emma, répondit James au premier son de cloche. J'ai eu votre message concernant la demande de Marcus. J'ai refusé le transfert et l'ai signalé dans le système. Merci, James, dis-je. Je suis justement à la réunion de famille trimestrielle. Vous êtes sur haut-parleur. Il semble y avoir une certaine confusion quant à l'autorité de gestion du portefeuille. Ah, dit James, comprenant immédiatement. Voulez-vous que je clarifie la structure de gestion? S'il vous plaît. Certainement. La voix de James était nette, professionnelle, avec l'autorité de quelqu'un qui gérait des milliards d'actifs. Le portefeuille du groupe d'investissement de la famille Morrison est géré par Whitmore Capital Management, en vertu d'un contrat établi il y a 6 ans. La seule décisionnaire pour le portefeuille, selon les termes de ce contrat, est Emma Morrison. Elle approuve toutes les décisions d'investissement majeures, examine les performances trimestrielles, et a l'autorité finale sur l'allocation d'actifs, la sélection des gestionnaires, et l'orientation stratégique. Marcus était devenu blême. C'est impossible. J'ai le contrat sous les yeux, continua James, signé il y a 6 ans par Emma Morrison, l'établissant comme la bénéficiaire effective et unique décisionnaire autorisée pour le portefeuille de 200 millions d'euros, anciennement détenu par le Morrison Family Trust. Le trust a été dissous et reconstitué en un portefeuille géré individuellement, selon ses instructions. Emma n'a pas 200 millions d'euros, dit papa faiblement. Le portefeuille du groupe d'investissement de la famille Morrison s'élève actuellement à 234 millions d'euros, corrigea James, en hausse par rapport aux 200 millions initiaux, lorsqu'Emma a pris le contrôle il y a 6 ans. Le rendement de 17% en glissement annuel que Marcus a mentionné plus tôt,
c'est le résultat de la stratégie d'investissement mise en œuvre par Emma, une forte surpondération des leaders du secteur technologique, une allocation minimale en titres à revenus fixes, aucune exposition aux industries en déclin, et un rééquilibrage régulier pour capter la dynamique tout en gérant le risque. C'est de la folie, dit Marcus, mais il me regardait maintenant avec un mélange d'horreur et d'incrédulité. Emma, si c'est une sorte de blague. Ce n'est pas une blague, dis-je calmement. Il y a 6 ans, Papy Morrison est décédé et m'a légué l'intégralité de sa succession. Pas au trust familial, pas partagé entre les descendants. Pas à papa, ni à toi, ni à personne d'autre. À moi, spécifiquement, exclusivement. 200 millions d'euros d'actifs liquides qu'il avait mis 40 ans à accumuler. Ce n'est pas possible, dit papa. Le testament disait. Le testament disait exactement ce que papy voulait qu'il dise, l'interrompis-je. Il t'a laissé le portefeuille immobilier commercial, papa, qui valait environ 30 millions à l'époque. Il a laissé à Marcus un fonds en fiducie d'1 million d'euros. Il a laissé diverses sommes à d'autres membres de la famille. Et il m'a laissé tout le reste, le portefeuille d'actions, les obligations, les liquidités, les comptes d'investissement. 200 millions d'euros. Pourquoi, exigea Marcus. Pourquoi te laisserait-il tout à toi? Parce que je lui ai demandé de m'apprendre à investir quand j'avais 16 ans, dis-je. Pendant que tu faisais la fête à l'université et que papa achetait et revendait des propriétés, j'étais assise dans le bureau de papy tous les dimanches, apprenant à lire des états financiers, à analyser les fondamentaux des entreprises, et à comprendre les cycles du marché. Il m'a appris tout ce qu'il savait sur la création de richesses. Et quand il est mort, il m'a fait confiance pour préserver ce qu'il avait bâti. Tu ne nous l'as jamais dit, dit papa. Papy m'a fait promettre de ne pas le faire, répondis-je. Il a dit que l'argent corromprait la famille si tout le monde était au courant, qu'il nous transformerait en personnes se battant pour des héritages au lieu de construire nos propres succès. Il m'a fait promettre de garder le secret, de le gérer de manière responsable, et de ne révéler la vérité que si cela devenait nécessaire. Et c'est nécessaire maintenant, demanda Marcus amèrement. C'est devenu nécessaire au moment où vous avez essayé de mettre en place un système d'accès à plusieurs niveaux, qui exclurait les personnes que vous jugiez non sophistiquées, dis-je. Marcus, tu n'as pas accès au portefeuille. Tu ne l'as jamais eu. Tu assistes à ces réunions trimestrielles et tu présentes mes résultats d'investissement comme si tu y étais pour quelque chose, t'attribuant le mérite de rendement que tu n'as pas généré, et faisant la leçon aux membres de la famille sur une sophistication en matière d'investissement que tu ne possèdes pas réellement. Les distributions trimestrielles, dit lentement tante Rachel, l'argent que nous recevons tous. D'où vient-il? De moi, dis-je. Papy voulait que la famille bénéficie de son héritage, alors j'ai mis en place un système de distribution. Chaque membre de la famille reçoit des paiements trimestriels, proportionnels à sa relation avec papy. Les enfants reçoivent plus que les petits-enfants reçoivent plus que les arrière-petits-enfants, mais tout le monde reçoit quelque chose. L'année dernière, la famille a reçu collectivement environ 12 millions d'euros en distribution. Cette année, ce sera plus proche de 14 millions, en fonction des performances du portefeuille. Tu nous donnes de l'argent, dit l'oncle Tom, pendant que nous te traitions comme si tu ne savais pas tenir un chéquier. C'est exact, confirmai-je. Et ça ne me dérange pas honnêtement, je n'ai pas besoin de reconnaissance ou de gratitude. Je vis confortablement avec mon salaire d'enseignante, que j'apprécie vraiment, malgré ce que pense Marcus. L'argent du portefeuille s'accumule et génère des rendements, et je suis heureuse de partager ces rendements avec la famille. Alors pourquoi le révéler maintenant, demanda papa. Pourquoi ne pas simplement laisser les choses continuer comme elles étaient? Parce que Marcus vient d'essayer d'accéder à 50 millions d'euros pour une transaction privée, sans mon approbation, dis-je, regardant directement mon frère. James l'a signalé, conformément à nos protocoles standards. Peux-tu nous expliquer quelle transaction privée nécessite un accès immédiat à 50 millions de l'argent de la famille, Marcus? Le visage de Marcus était passé de blême à rouge vif. Je n'ai rien à t'expliquer. En fait, si, dis-je. C'est mon argent. Si tu essaies de sortir 50 millions d'euros du portefeuille, j'ai besoin de savoir pourquoi. C'est une opportunité limitée, dit Marcus, les dents serrées. Une syndication immobilière qui nécessite un engagement de capital immédiat. Les rendements pourraient être énormes. Les rendements pourraient être frauduleux, corrigez-je. James, avez-vous effectué une vérification préalable sur la demande de Marcus? Oui,
confirma James par le haut-parleur. L'opportunité est un projet immobilier à Dubaï, commercialisé via des groupes WhatsApp privés et des courtiers non enregistrés. De multiples signaux d'alarme, y compris des rendements promis de 40% par an, pas d'états financiers audités, pas de surveillance réglementaire, et du matériel promotionnel mettant en scène des Lamborghini de location et des millionnaires en crypto-monnaie. Les caractéristiques classiques d'une arnaque à l'investissement ciblant des investisseurs non avertis. La pièce était tombée dans un silence complet. Marcus, dis-je doucement, étais-tu vraiment sur le point de mettre 50 millions d'euros de l'argent de la famille dans une arnaque à l'investissement via WhatsApp? Ce n'est pas une arnaque, protesta Marcus, mais sa voix avait perdu toute sa confiance d'antan. J'ai des contacts qui ont vérifié l'affaire. Des contacts qui font probablement partie de l'arnaque, dis-je, ou qui en sont eux-mêmes victimes et qui recrutent maintenant d'autres personnes sans le savoir. C'est exactement pour cela que je garde le contrôle exclusif du portefeuille, pour empêcher des décisions comme celle-ci. Tu nous mens depuis 6 ans, dit Marcus, le désespoir perçant dans sa voix. Faisant semblant d'être pauvre, nous laissant penser que... Je n'ai jamais prétendu être quoi que ce soit, l'interrompis-je. Je suis enseignante. Je conduis une Subaru de 10 ans et ma banque est Community First. Je n'ai jamais prétendu être riche ou pauvre. Vous avez tous simplement supposé, en vous basant sur ma profession et mon style de vie. Ces suppositions ne sont pas de ma responsabilité. Mais tu nous as laissé les croire, dit papa. Je ne les ai pas corrigées, admis-je. Papy m'a appris que les gens révèlent leur vrai caractère quand ils pensent que vous êtes impuissant. Il avait raison. Au cours des 6 dernières années, j'ai observé cette famille fonctionner, j'ai vu qui traite les gens avec respect, quel que soit leur statut apparent, et qui ne le fait pas. Ça a été instructif. Ma cousine Jennifer, qui était restée silencieuse pendant toute la réunion, prit enfin la parole. Les distributions trimestrielles que nous recevons. Peux-tu les arrêter? Je le peux, confirmai-je. Le système de distribution familiale est entièrement discrétionnaire. Je pourrais geler tous les paiements demain si je le voulais. Mais tu ne le feras pas, dit Jennifer. Ce n'était pas une question. Je ne le ferai pas, acquiesçai-je, à moins que quelqu'un ne me donne une raison de le faire. Les distributions continuent tant que les membres de la famille n'essaient pas activement de saboter le portefeuille, ou de commettre une fraude avec les actifs familiaux. Je ne commettais pas de fraude, dit faiblement Marcus. Non, tu étais juste imprudent avec l'argent des autres, tout en t'attribuant le mérite de rendement que tu n'as pas généré, dis-je. Ce qui m'amène à mon point suivant, Marcus. Tu es démis de tout rôle consultatif lié au groupe d'investissement de la famille Morrison. Avec effet immédiat. Fini les présentations trimestrielles. Fini les suggestions d'investissement. Fini de prétendre que tu as quelque chose à voir avec la gestion du portefeuille. Tu ne peux pas faire ça, protesta Marcus. Je viens de le faire, dis-je. James, veuillez noter dans les dossiers du compte que Marcus Morrison n'est pas autorisé à demander des informations, à suggérer des changements, ou à accéder à quelque aspect que ce soit du portefeuille à l'avenir. Notez, confirma James. Emma, pendant que je vous ai en ligne, devrions-nous procéder à l'opportunité d'acquisition Henderson? Nous devons agir rapidement si nous voulons participer au tour de financement de série D. Quelle est l'allocation, demandai-je. 15 millions pour une participation de 3%. La société prévoit une introduction en bourse dans les 18 mois, à une valorisation qui nous donnerait un retour sur investissement de 8 pour 1. Effectuer la diligence raisonnable complète, dis-je. Si tout est en ordre, approuvez l'investissement. Utilisez les fonds de l'allocation du secteur de la santé, nous y sommes de toute façon surpondérés. Ce sera fait. Avez-vous besoin d'autre chose? C'est tout pour l'instant, James. Merci. Toujours un plaisir, Emma. Il raccrocha. Je regardais autour de la table, les 23 membres de ma famille qui me voyaient clairement pour la première fois en 6 ans, ou peut-être pour la toute première fois. Je veux être clair sur quelque chose, dis-je. L'argent que papy m'a laissé n'est pas de l'argent de la famille au sens légal. C'est mon argent. Je choisis de partager les rendements avec la famille parce que c'est ce que papy voulait, mais je n'y suis pas obligé. Les distributions trimestrielles pourraient s'arrêter demain. Le portefeuille entier pourrait être redirigé vers des fondations caritatives, ou investi de manière à ne profiter qu'à moi. Je ne fais pas ces choses parce que je me soucie réellement de cette famille, malgré la façon dont certains d'entre vous me traitent. Emma, commença papa.
Je n'ai pas fini, dis-je doucement. Papa, tu as passé 6 ans à sous-entendre que mon choix de carrière me rendait financièrement illettré. Marcus, tu as passé 6 ans à me faire la leçon sur les principes d'investissement, pendant que je mettais en œuvre la stratégie qui finance ton train de vie. Plusieurs membres de la famille ont traité mes questions et observations comme de mignonnes tentatives de participation, plutôt que comme la contribution légitime de quelqu'un qui sait réellement de quoi il parle. Nous ne savions pas, dit tante Rachel. Vous n'avez pas demandé, répondis-je. Pas une seule fois quelqu'un ne s'est demandé comment je pouvais vivre confortablement avec un salaire d'enseignante, sans stress financier apparent. Pas une seule fois quelqu'un ne s'est demandé d'où venaient réellement les distributions trimestrielles, ou qui prenait les décisions d'investissement qui les généraient. Vous avez tous simplement supposé que Marcus était responsable, parce qu'il a l'apparence et le comportement de ce que vous pensez être un investisseur à succès. Que veux-tu de nous, demanda papa doucement. Honnêtement, rien, dis-je. Je n'ai pas besoin d'excuses, de reconnaissance, ou d'un changement de comportement. Je me débrouille très bien sans tout ça depuis 6 ans. Mais la tentative de retrait de 50 millions d'euros par Marcus m'a forcé à tout révéler. Et maintenant que c'est au grand jour, nous avons besoin de nouvelles règles. Quel genre de règles, demanda l'oncle Tom. Premièrement, plus de suggestions d'investissement de la part des membres de la famille, à moins qu'elles ne passent par les canaux appropriés, avec une véritable analyse à l'appui, dis-je. Deuxièmement, les réunions trimestrielles continuent, mais elles sont uniquement informatives. Je présenterai les résultats, répondrai aux questions, expliquerai la stratégie, mais les décisions restent les miennes, et les miennes seules. Troisièmement, le système d'accès à plusieurs niveaux proposé par Marcus est mort. Tout le monde bénéficie du même niveau de transparence, rapport trimestriel, résumés annuels, et accès à moi s'ils ont des questions légitimes. Ça semble juste, dit Jennifer. Quatrièmement, continuai-je, et ceci n'est pas négociable, quiconque essaie d'accéder au fond du portefeuille pour des investissements personnels, des prêts, ou des opportunités sans mon approbation explicite, verra ses distributions trimestrielles suspendues de manière permanente. C'est un portefeuille d'investissement familial, pas un distributeur de billets personnels. Marcus baissa les yeux vers la table. Sommes-nous clairs, demandai-je. Des hochements de tête autour de la table. Certains réticents, d'autres soulagés. Tous comprenant que la dynamique familiale venait de changer de manière fondamentale. Bien, dis-je. Maintenant, à moins qu'il y ait des questions sur la performance réelle du portefeuille, je pense que nous avons terminé. J'ai une question, dit le cousin David. C'était le directeur financier que Marcus avait mentionné plus tôt, l'un des rares membres de la famille avec une véritable expertise financière. L'acquisition Henderson que James a mentionnée. C'est Henderson Medical Technology ? C'est bien ça, confirmai-je. Ils sont en train de révolutionner l'équipement de diagnostic, dit David. Si leur introduction en bourse atteint les valorisations prévues, cet investissement de 15 millions d'euros pourrait valoir plus de 100 millions en 2 ans. C'est l'analyse, acquiesçai-je. Comment as-tu eu accès à leur série D ? Ces tours de financement sont généralement réservés aux investisseurs institutionnels ayant des relations établies. J'investis dans des entreprises de technologie médicale depuis 4 ans, dis-je. J'ai noué des relations avec des fondateurs, participé à des tours de financement antérieurs pour d'autres entreprises, établi une réputation. Les fondateurs d'Henderson m'ont approché directement. Tu as une réputation dans le milieu de l'investissement en technologie médicale, dit David lentement, réalisant quelque chose. J'ai une réputation dans plusieurs milieux d'investissement, confirmai-je. Technologie médicale, intelligence artificielle, énergie renouvelable, cybersécurité. J'ai fait 43 investissements au cours des 6 dernières années dans ces secteurs. 31 ont généré des rendements positifs, 8 sont encore à leur début, et 4 ont complètement échoué. Le portefeuille dont vous bénéficiez tous n'est qu'une partie d'une stratégie d'investissement plus large. Combien, demanda papa. Au total. Combien gères-tu ? J'hésitai, puis décidai qu'il n'y avait plus de raison de ne dire que des demi-vérités. Tous portefeuilles confondus, y compris les actifs de la famille Morrison, environ 760 millions d'euros. Le silence qui a suivi a été absolu. 3/4 de milliard, dit Marcus faiblement. Tu gères 3/4 de milliard tout en enseignant en CM1. En CE2 cette année, corrigez-je. Et oui, il s'avère qu'on peut faire les deux si on gère bien son temps, et qu'on ne gaspille pas son énergie sur des choses sans importance.
Comme impressionner sa famille, dit tante Rachel doucement. Comme impressionner qui que ce soit, dis-je. Papy m'a appris que la vraie richesse ne s'annonce pas. Le vrai succès n'a pas besoin de validation. On construit quelque chose de bien, on le protège, on partage les bénéfices avec les gens qui nous sont chers, et on ne se soucie pas de savoir si quelqu'un comprend ou apprécie ce qu'on a fait. Il serait fier de toi, dit papa. Et pour la première fois depuis des années, il semblait me voir comme autre chose que sa fille cadette sous-performante. Je l'espère, dis-je. Il m'a fait un cadeau incroyable. Pas seulement l'argent, mais la connaissance et la confiance qui l'accompagnaient. J'ai essayé d'honorer ce don en le gérant de manière responsable, et en l'utilisant au profit de personnes au-delà de moi-même. L'enseignement, dit Jennifer. Tu le fais vraiment parce que tu le veux, pas parce que tu as besoin du revenu? Absolument, confirmai-je. J'adore enseigner. J'adore travailler avec les enfants, les voir apprendre et grandir, faire une différence dans leur vie. La gestion d'investissement, c'est de la stimulation intellectuelle et de la sécurité financière. L'enseignement, c'est un but. J'ai besoin des deux. Marcus était resté silencieux pendant plusieurs minutes, digérant tout. Finalement, il leva les yeux. Je suis désolé, dit-il doucement. Pour la façon dont je t'ai parlé, pour m'être attribué le mérite de ton travail, pour avoir essayé d'accéder à de l'argent qui n'était pas à moi. J'accepte tes excuses, dis-je. Mais Marcus, tu dois comprendre quelque chose. L'affaire immobilière de Dubaï aurait détruit cette famille. 50 millions d'euros envolés, aucun recours légal, probablement des poursuites pénales pour celui qui aurait autorisé le virement. Tu étais à 10 minutes de tout perdre. Je sais, dit-il. Je voulais prouver que je pouvais générer des rendements comme ceux du portefeuille. Je voulais être l'investisseur à succès que tout le monde pensait que j'étais. L'opportunité semblait parfaite, des rendements élevés, un accès exclusif, une chance de finalement mériter le crédit que je m'étais attribué. C'est comme ça que fonctionnent les arnaques, dis-je, sans méchanceté. Elles exploitent l'ego et l'ambition. Elles vous donnent tellement envie d'y croire que vous ignorez les signaux d'alarme. Comment le savais-tu? Demanda Marcus. Comment savais-tu que c'était une arnaque? Parce que j'ai vu une centaine de propositions comme celle-ci, dis-je. Quand on gère de l'argent sérieux, les escrocs sortent du bois. Des rendements garantis, des opportunités exclusives, des offres à durée limitée. Ils utilisent tous le même manuel. Les vrais investissements sont ennuyeux. Ils impliquent des états financiers audités, une conformité réglementaire, des conditions de transaction transparentes, et des projections de rendement modestes. Tout ce qui promet la richesse sans risque est un mensonge. Alors, que se passe-t-il maintenant? Demanda papa. Avec la famille, avec le portefeuille, avec tout? Rien ne change sur le plan opérationnel, dis-je. Je continue à gérer les investissements, les membres de la famille continuent à recevoir des distributions, la vie continue. La seule différence, c'est que maintenant vous savez tous qui fait réellement le travail. Et Marcus? Demanda l'oncle Tom. Marcus fait toujours partie de la famille, dis-je. Il reçoit toujours sa distribution trimestrielle. Il ne se présente simplement plus comme le gestionnaire du portefeuille. S'il veut restaurer sa réputation, il le fera par son vrai travail, pas en s'attribuant le mérite du mien. Mon téléphone vibra. Un autre message de James. La diligence Henderson est revenue positive. Exécution de l'investissement. Aussi, vous avez 3 autres présentations à examiner quand vous aurez le temps. Je dois y aller, dis-je en me levant. J'ai de vraies décisions d'investissement à prendre. James enverra les rapports trimestriels à tout le monde d'ici la fin de la semaine. Si vous avez des questions sur les chiffres, envoyez-moi un email. Si vous voulez suggérer une opportunité d'investissement, envoyez une présentation formelle et je l'examinerai. Si vous avez besoin de conseils financiers, je suis heureuse de vous aider. Mais le drame s'arrête ici. Emma, dit papa alors que je rassemblais mes affaires, ta voiture, ton appartement, ton compte d'épargne. Pourquoi vivre comme ça si tu n'as pas à le faire? Parce que c'est authentique, dis-je simplement. C'est qui je suis, papa. Je ne suis pas intéressé par les voitures de luxe, les appartements en attique ou les vêtements de marque. Je suis intéressé par un travail qui a du sens, la sécurité financière, et l'utilisation des ressources pour rendre le monde meilleur. L'argent de papy me permet de faire tout cela, sans compromis. Il a bien choisi, dit papa doucement.
Oui, il l'a fait, acquiesçai-je. Il a vu quelque chose en moi que la plupart d'entre vous ont manqué. Non pas parce que ce n'était pas là, mais parce que vous ne regardiez pas. Je sortis du bureau et de la maison, laissant derrière moi 23 membres de ma famille qui passeraient le reste de la journée à digérer la révélation que la personne qu'ils rejetaient comme financièrement peu sophistiquée gérait leur fortune depuis 6 ans. Mon téléphone sonna alors que j'atteignais ma voiture. C'était Catherine Chin, une partenaire en capital risque avec qui je travaillais sur un projet d'énergie renouvelable. « Emma, je viens d'apprendre que tu es sur le coup pour Henderson, » dit Catherine. « Bien joué. Leur plateforme de diagnostic va changer l'industrie. » « C'est le pari, » dis-je en démarrant la voiture. « Que puis-je faire pour toi ? » « Je monte un consortium pour un projet de parc éolien au Texas, » dit-elle. « Engagement minimum de 20 millions, prévoyant des rendements annuels de 15% avec des avantages fiscaux importants. » « Intéressé ? Envoie-moi les détails, » dis-je. « Je les examinerai et je te répondrai d'ici vendredi. » « Parfait. » Aussi, quelques-uns d'entre nous se réunissent le mois prochain pour discuter de stratégies d'investissement à impact. Tu devrais venir. Ta perspective sur l'équilibre entre les rendements et le bénéfice social est toujours précieuse. Envoie-moi les détails par texto, dis-je. Je serai là si je suis libre. Nous avons raccroché, et je suis resté assise dans ma Subaru de 10 ans, devant le manoir de ma famille, vérifiant mes emails sur mon téléphone. 3 nouvelles opportunités d'investissement, 2 mises à jour de portefeuille, et un message d'un des parents de mes élèves me remerciant pour le tutorat supplémentaire que j'avais fourni. C'était ma vie, enseignante, investisseuse, gestionnaire discrète d'une fortune générationnelle, et la personne que ma famille avait enfin appris à ne pas sous-estimer. Je suis rentré chez moi, dans mon modeste appartement, où j'allais passer la soirée à corriger des copies et à examiner des présentations d'investissement, vivant exactement la vie que je voulais, avec exactement les ressources dont j'avais besoin. Demain, le chat de groupe familial exploserait probablement de messages des gens en train de digérer, de questionner, peut-être même de s'excuser. Ou peut-être pas. Cela n'avait pas vraiment d'importance. Papy Morrison m'avait appris que le pouvoir n'a pas besoin de reconnaissance pour être réel. Le succès n'a pas besoin de validation pour être légitime. Et la richesse utilisée à bon escient est toujours plus précieuse que la richesse affichée avec ostentation. J'avais bien appris ces leçons, je les avais appliquées avec constance, et j'avais bâti quelque chose qui profiterait à ma famille pendant des générations, qu'ils l'apprécient ou non. Les distributions trimestrielles continueraient, le portefeuille continuerait de croître, et je continuerais à enseigner en CE2 et à gérer 3/4 milliard d'euros, parce que les deux comptaient, et qu'aucun ne nécessitait la permission de qui que ce soit. Ce soir-là, j'ai reçu un dernier texto de Marcus. J'ai cherché cette affaire de Dubaï après que tout le monde soit parti. Tu avais raison. C'est partout sur les sites d'alerte à la fraude. J'aurais tout perdu. Merci de m'avoir arrêté. J'ai répondu, c'est ce que fait la famille. On se protège les uns les autres, même quand on ne se comprend pas toujours. Sa réponse est venue rapidement. Je comprends maintenant. Enfin. Bien, ai-je répondu. Maintenant, concentre-toi sur ton vrai travail et arrête d'essayer d'être quelque chose que tu n'es pas. Tu es bon en relation avec la clientèle, Marcus. Sois excellent là-dedans, au lieu de prétendre être un gestionnaire d'investissement. Compris. Et Emma ? Papy a eu raison de te faire confiance. J'ai souri à mon téléphone, je me suis versé un verre de vin, et j'ai ouvert mon ordinateur portable pour examiner les documents d'investissement de Henderson Medical Technology. Dehors, par ma fenêtre, les lumières de la ville scintillaient dans le ciel du soir. Quelque part là dehors, des opportunités émergeaient, des entreprises construisaient des technologies révolutionnaires, et la richesse était créée, détruite, et redistribuée. Et j'étais en plein milieu de tout ça.